Bonjour à tous, ce diaporama va vous présenter le contenu théorique pour le chapitre Programmation orientée objet. Ce cours va s'appuyer sur beaucoup de choses que nous avons vues l'année dernière. La première chose, ce sont les variables qu'on utilise au quotidien avec à chaque fois une variable qui est d'un seul type, qui contient qu'une seule valeur et dont le nom nous donne une indication sur son contenu. On va s'appuyer aussi sur les conteneurs, les listes, les TUP, les dictionnaires. Donc si vous avez des petites lacunes sur ces points-là, il faut vraiment revoir votre cours ici. On va utiliser des fonctions. D'accord? Les fonctions avec comment on fait pour définir une fonction, comment on lui passe un paramètre, comment elle renvoie une valeur et comment on l'appelle. Et enfin, on va pouvoir utiliser les méthodes qui sont des choses qu'on a déjà vues, qu'on n'a pas forcément nommées l'année dernière, quand par exemple vous utilisiez une chaîne de caractères et que vous faisiez ma chaîne de caractères point lower, ou quand vous aviez une liste et que vous faisiez ma liste point append. Le point lower et le point append sont des fonctions intégrées aux chaînes de caractères et ou aux listes et qui vous permettent de faire des actions sur l'objet lui-même. La ligne rouge de ce cours va être d'étudier un cas concret. Donc ici, nous allons voir comment on peut stocker en mémoire un étudiant. Un étudiant, c'est pas un entier. Un étudiant, c'est pas une chaîne de caractères. Un étudiant, c'est plein de choses. Donc ici, on se rend bien compte que les types habituels ne peuvent pas être utilisés tels quels. Donc l'idée de la programmation orientée objet, c'est de créer des types qu'on appellera des classes que nous allons paramétrer. C'est-à-dire qu'on va dire qu'un étudiant va contenir des données avec, par exemple, le nom, la classe, la note, le mail, tout ce que vous voulez, les notes, les coefficients. Et la particularité aussi, c'est que le type va aussi, donc la classe va aussi contenir des actions. On pourra demander de calculer la moyenne de l'étudiant, d'ajouter des notes, et on pourrait comme ça imaginer beaucoup d'actions. La création de la classe va se faire soit en début de code, soit dans un fichier à côté du fichier de l'application, et va s'écrire comme dans l'encart qui est situé en bas à gauche de la diapositive, ici, classe CETU. Donc classe, c'est un mot, c'est l'instruction de création. CETU, c'est le nom de la classe, donc vous mettez ce que vous voulez. Moi, je mets un petit C devant pour me dire que c'est une classe. Et ensuite, on va écrire les fonctions qui vont constituer la classe. Donc, toutes les fonctions, les méthodes seront les actions qu'on pourra faire sur un objet de la classe qu'on est en train d'écrire. Et il y aura quelques méthodes spécifiques, comme par exemple init, qu'on verra un peu plus loin, qui nous permettra de détailler quels sont les attributs. Donc, les attributs sont les données qu'on va enregistrer pour chaque étudiant. Donc, on aura une méthode spéciale qui s'appelle init, et on verra comment elle fonctionne un peu plus tard. Une fois qu'on a créé la classe étudiant, donc le type étudiant, on va pouvoir déclarer des objets, des variables, qui ont comme type le type qu'on vient de créer. Donc ça, c'est vraiment la partie un peu compliquée. Il faut bien mettre les bons mots sur les bonnes choses. Donc la classe, c'est le type, la variable, c'est l'objet. D'accord? Donc on parle d'instanciation d'objets quand on crée un objet. Et on peut voir dans l'encart toujours l'encart à gauche, la partie grisée, donc c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc la partie noire en bas, c'est l'instanciation de l'objet. Un ETU égale CETU parenthèse parenthèse. Ça veut dire que je crée un objet, un ETU, ça c'est le nom de l'objet, je mets ce que je veux, qui va avoir comme type CETU. Et une fois que j'ai fait ça, je peux dire moyenne, qui est une variable, peu importe laquelle, égale un ETU, point, et là je vais pouvoir lister, utiliser n'importe quelle méthode créée dans la déclaration de la classe. Donc là, dans mon exemple, j'ai créé que quelques moyennes. Donc je peux faire un ETU, point, quelques moyennes. Un point central aussi dans la programmation orientée objet, c'est de savoir qui appelle une méthode et de savoir quels sont le type de chaque objet qu'on va manipuler.
Donc, on va voir apparaître au travers des différentes méthodes un paramètre qui s'appelle self. Self, il faut vraiment bien comprendre ce que c'est. Self, c'est l'objet qui appelle la méthode. C'est-à-dire que quand on regarde la dernière ligne de l'encart à droite, on voit moyenne égale 1 ETU point calque moyenne parenthèse parenthèse. Donc on appelle la méthode calque moyenne pour l'étudiant 1 ETU. Donc on va calculer la moyenne de 1 ETU. Quand j'ai fait l'appel, je vais remonter dans les lignes au-dessus et on voit que dans la définition de calque moyenne, il y a le paramètre self. Self, c'est l'objet qui a appelé calque moyenne, c'est-à-dire que self, c'est un ETU. Mais comme je peux déclarer, instancier plusieurs objets de la même classe, je peux avoir un ETU, un autre ETU, un autre ETU, à chaque fois self sera l'étudiant qui appelle calque moyenne. Et on calculera la moyenne de l'étudiant qui l'a appelé. Dans cette diapositive, on revient sur le constructeur, la méthode spéciale init. Donc déjà, on regarde qu'elle s'appelle underscore underscore init underscore underscore self. D'accord? Et on va voir trois façons d'écrire cette méthode. La première méthode, l'encart en haut à gauche, c'est la méthode lambda où on va pas mettre de paramètres autres que self dans le constructeur. Ça veut dire que quand on va instancier l'objet, une ETU égale CETU, on ne met pas de valeur dans les parenthèses. Donc à chaque fois qu'on va créer un étudiant, on va appeler la méthode initSelf et on mettra à cet étudiant le nom de Toré Quadra, le prénom de Olivier et les notes vides. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on créera un étudiant différent, ils s'appelleront tous pareil, par défaut, et il faudra par la suite changer leur nom, leur prénom. Donc ça, on voit que c'est pas terrible comme façon de faire, il faut créer l'étudiant qui s'appellera forcément Olivier Toré Quadra, et après il faut changer son nom. Donc deuxième possibilité, l'encart en haut à droite, on peut voir qu'on peut mettre en paramètre le nom et le prénom de l'étudiant. Ça veut dire que quand j'appelle la fonction init, il faut que je lui passe self l'étudiant, pnom le nom de l'étudiant, pprénom le prénom de l'étudiant. Et quand je crée mon objet, je dis que le nom c'est la valeur de pnom, le prénom c'est la valeur de pprénom et les notes toujours vides. Du coup, la dernière ligne, une ETU égale CETU Toré Quadra Olivier, je crée mon étudiant directement en lui passant son nom et son prénom. Et si je crée un autre étudiant, je peux passer un autre nom, un autre prénom. Et enfin, la dernière méthode, c'est la même que la première, sauf qu'on rajoute égal, guillemets, guillemets, à chaque paramètre. Ce qui nous permet de passer ou pas les paramètres. Si je passe les paramètres, les valeurs pour les paramètres, et ben ça fonctionne comme la version 2. Si je ne passe pas de valeur, et ben il va prendre une valeur par défaut qui sera vide. Quand je passe qu'un paramètre ici, je passe le premier forcément, d'accord? Donc je passe le nom et le prénom est à vide. C'est-à-dire que dans la dernière ligne, une ETU égale CETU Toré Quadra, l'étudiant aura comme nom Toré Quadra et n'aura pas de prénom. Donc voilà, donc vous pouvez prendre n'importe quelle version du init, ça fonctionnera avec les avantages et les inconvénients de chacun. Donc maintenant, on sait créer une classe, instancier un objet. On va voir comment on fait maintenant pour changer les valeurs stockées dans cet objet. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose d'important en programmation objet. Le principe de l'encapsulation, ça veut dire que seul l'objet peut changer les données qu'il stocke. C'est-à-dire qu'un étudiant, il n'y a que lui qui peut changer ses données à lui. On ne peut pas les changer comme ça par n'importe qui. Donc on va créer des méthodes qu'on appelle des assesseurs qui nous permettent de modifier ces valeurs. C'est-à-dire que il va falloir appeler les méthodes assesseurs pour changer les valeurs du nom et du prénom. Donc pour récupérer les valeurs, on va utiliser une méthode get. Get nom. Donc quand je ferai un étudiant.getNom,
ça va me renvoyer le nom de l'étudiant. Et je ne peux pas y accéder autrement qu'en passant par getNown. D'accord? Le nom de l'étudiant, c'est quelque chose qui est à lui, qui est privé. Donc, on ne peut y accéder que en lui demandant de nous donner son nom, getNown. Idem pour modifier la valeur d'un attribut. On va passer par ici à une méthode setNown, toujours l'objet self, et à côté le nouveau nom en paramètre. Et du coup, je pourrais dans mon code faire, donc l'avant-dernière ligne, hein, un etu.setNown, et je passe un nouveau nom, et du coup, l'étudiant changera de nom. Le code que vous voyez dans l'encart blanc, normalement, vous pouvez le sélectionner, faire un copier-coller et le tester, d'accord, pour bien comprendre ce qui se passe. Donc là, on sait créer la classe, instancier un objet et faire des assesseurs. Donc, tout logiquement, l'étape d'après, c'est qu'il faut maintenant qu'on affiche l'objet. Là, encore une fois, il y a quelques difficultés, puisque un objet n'est pas un type standard, donc par défaut, Python ne sait pas l'afficher. Il ne sait pas que quand je veux afficher un étudiant, je veux afficher que son nom, son prénom. Parce que vu qu'il y a des notes, des coefficients, il ne sait pas comment trier ce qu'il faut afficher. Donc si je fais basiquement print un ETU, je vais avoir le résultat inférieur underscore main CETU. Il me dit tout simplement que l'objet que je veux afficher est un objet CETU, de la classe CETU, et que son adresse mémoire c'est 0x000, etc., etc. Donc c'est pas très pertinent. En tout cas, ça veut dire que si dans votre code, quand vous l'exécutez, vous avez ce type d'affichage-là, c'est que vous avez affiché un objet sans paramétrer son affichage. Pour pouvoir faire print un objet, il faut créer la méthode def __str. La méthode def __str, elle sera appelée quand on fait un print de l'objet. Si je fais print l'objet et que la méthode str existe, elle va afficher ce que me renvoie le return. Et ici, le return, il me renvoie self.__prénom, donc le prénom, concaténé avec un espace, concaténé avec le nom. C'est la première ligne de résultat qu'on voit dans l'encart résultat en dessous. Sinon, l'autre façon de faire afficher, on peut créer une méthode afficher et on pourra faire mon objet .afficher. Et du coup, ça appellera la méthode afficher et on pourra faire les prints dans l'ordre qu'on veut. C'est ce qui nous donne ici les trois dernières lignes de l'encart résultat. Voilà, donc afficher un objet, soit vous créez la méthode str, soit vous faites une méthode afficher. Encore une fois, on peut faire les deux aussi. La méthode str pour faire un affichage minimal et une méthode afficher pour faire un affichage un peu plus complet. Autre outil important, le isInstance. Je vous rappelle que l'objectif principal de tout ça aussi, c'est de bien savoir de quel type est chaque objet. Si vous avez un objet de type entier, une variable de type entière, vous pouvez faire certaines opérations. Si vous avez un étudiant, vous pouvez faire d'autres opérations. Par contre, si vous faites un calculer moyenne sur un entier, il ne va pas comprendre. Donc ici, l'importance du isInstance, ça va être de tester avant de faire une opération, quel est le type de l'objet. Et c'est assez simple. Je fais isInstance, je passe l'objet et le type. Si l'objet est bien du type que j'ai passé en deuxième paramètre, il va me dire true, vrai. Si c'est pas le cas, il va me dire false. Et donc, en fonction, je pourrais faire une opération ou pas. Donc vous voyez dans l'encart en haut à droite, je fais deux petits essais pour le isInstance entre un ETU, CETU. Il me regarde si un ETU est de type CETU. Et il regarde si autre ETU est du type CETU. Donc ça marche avec les objets, mais ça marche aussi avec les variables et les types classiques avec str, int, etc., etc. Je vous ai pas montré toutes les méthodes spéciales qui existent, hein. Il en existe plusieurs qui vont s'appeler dans différents cas, les add, les sub, les dict, pour que vous puissiez faire des essais. Je vous les ai mis sur cette diapositive et je vous invite à les essayer pour voir ce que ça fait. J'ai marqué en commentaire à chaque fois un résumé de ce que ça fait, et donc je vous invite vraiment à essayer ces méthodes qui des fois sont très pratiques. Donc, dernière chose, on va pouvoir aussi imbriquer des classes. C'est-à-dire que je vais pouvoir créer une classe, par exemple ici CID,
qui va être la classe identifiant, avec un login, un mot de passe, une méthode créer login, et ensuite, je vais pouvoir créer mon étudiant qui aura un nom, un prénom, des notes et un identifiant qui sera de type CID. Donc un attribut peut avoir comme type une classe. Donc un attribut peut être un objet d'une autre classe. Et ça, c'est très important. Ça veut dire qu'on pourra derrière imbriquer les choses et ça va complexifier un petit peu les choses puisqu'il faudra à chaque fois utiliser les méthodes de la bonne classe. Quand on rajoutera à ça qu'on peut faire des tableaux d'objets et qu'un attribut peut être un tableau qui contient lui-même d'autres objets, on sera au maximum de ce qu'on fera cette année, mais ça fera l'objet d'un autre cours et d'une autre présentation. Je vous laisse essayer tout ça et vous pouvez passer aux exercices.